Bien. Moi, j'ai retenu de cette journée quelques mots principaux qui ont été prononcés et qui vont permettre effectivement de coller des étiquettes un petit peu sur chacun des interlocuteurs qui sont ici, afin que l'on puisse parler dans un premier temps de la qualité justement du rôle qu'ils exercent eux, est-ce-qualité. Et puis on en viendra après effectivement à une autre notion qui à mon sens était sous-jacente, c'était ce fameux volet, disons ce versant descendant qui est celui de la responsabilité. Je pense qu'il faut oser dans cette phase, disons, de la journée, de le franchir parce que on a là effectivement des vrais enjeux. Alors je vais mettre une étiquette là, paf, devant Patrick Bézard-Falgas. C'est un producteur de données. C'est vrai ou faux ? Oui, c'est un producteur de données. Paf, Pierre Morel, toi, tu es un prestataire de service dans le futur. Vrai? Faux? Oui. Et, il est inquiet. Marc, très inquiet. Enfin, Marc, tu représentes pour nous tous, en fin de compte, Monsieur Norme, puisque en fait, Inspire, je pense qu'effectivement, c'est sous cette étiquette-là que tu es le plus identifié. Tu es la norme et tu nous rappelles très fréquemment qu'effectivement, on n'est pas dans la norme. Voilà. Donc, vous avez bien entendu le droit de sortir, disons, de ces différents rôles. Voilà. Donc, en fait, on retrouve là un petit peu des éléments de la qualité qui ont été prononcés ce matin. Il y avait pardon ? Non. Ah oui, non. Je reviendrai près de vous parce qu'à chaque fois, bien entendu, j'essaierai de savoir si dans ce pays ami, eh bien, on se retrouve dans les mêmes, disons, circonstances. Voilà, je vais profiter, disons, de ces quatre interlocuteurs pour animer, disons, cette table ronde. Ah oui. Bien, mais non, je le lâcherai. Donc, je vais commencer par toi, Pierre. Patrick, pardon. En tant que producteur des données, en fait, est-ce-qualité, géomètre expert, dans l'ordre des géomètres experts, aujourd'hui, comment le fait, disons, de la production de ces données s'exerce. La production des données, c'est au regard de quoi ? De la précision, hein, ça a été dit ce matin, erreur, incertitude, toute une science s'est développée, la métrologie. Aujourd'hui, en fait, quand on se retourne auprès d'un géomètre expert, qu'est-ce que l'on attend de lui en termes de qualité ? Il y a deux questions alors. Qu'est-ce qu'on attend en termes de qualité ? On attend ce que le client nous commande, puisqu'on est prestataire de service 9 fois sur 10, et une fois sur 10, on n'est pas prestataire de service, j'y reviendrai. Quand on est prestataire de service, on répond à un cahier des charges, qu'en général on ne considère pas très bon, ça arrive, pas assez bien défini, pas assez bien structuré, puisqu'il y a des collectivités, des donneurs d'ordre, vous avez fait de gros progrès. Donc on est sur la bonne voie. Ça fait trop longtemps qu'on tient ces discours dans ce genre d'assemblée. Donc effectivement, cette qualité, elle dépend des cahiers des charges et c'est le discours c'est la définition de ce matin, amont-aval. Donc là, on est plutôt sur effectivement la définition aval. Le client nous commande, définit un cahier des charges et on applique ce cahier des charges. Donc on est dépendant de cette qualité. Lorsqu'on n'est pas prestataire, et ça c'est relativement récent, ça date de 2010. Depuis 2010, on produit le référentiel foncier unifié, le RFU. C'est nous qui l'avons décidé. On n'a demandé à personne l'autorisation. On a dit, on produit un référentiel foncier, on le fait nous-mêmes, on le finance nous-mêmes, c'est notre propriété intellectuelle. Et là, pour le coup, on est vraiment producteur de données privées nous appartenant. C'est un modèle totalement explosif dans la profession. C'est quelque chose de complètement nouveau qui est venu perturber, dans le bon sens du terme, c'est mon avis, mais 94% des géomètres experts m'ont rejoint depuis 4 ans sur effectivement ce concept de producteur de données que l'on diffuse. Et croyez-moi que quand on s'attaque à une profession libérale avec des mots de responsabilité, de propriété d'archives, de valeur de cabinet, d'indépendance, et qu'on leur dit que la donnée elle va être mise sur un portail géofoncier, un extranet, autrement dit sur Internet, au départ, on m'a dit, tu fais n'importe quoi. On est en train de se suicider, on va se couler nous-mêmes.
Il m'a fallu 2 ans pour démontrer le contraire, puisque étant à l'initiative de cette démarche, aujourd'hui le pari il n'est pas gagné parce que le chantier est monumental, mais en tout cas le courant est en place. Et on vient de passer un dernier cap, parce qu'on est allé de façon pédagogique sur le problème de la qualité. Donc au départ, on y est allé pédagogiquement, on n'a pas été très exigeant, on sait qu'on vient du monde de la DAO, donc on a demandé au début de la donnée de qualité DAO. Et là, ça y est, depuis janvier 2014, la donnée doit être produite, intégrée et diffusée avec tous les critères de la topologie, avec des classes de précision, etc. Donc la qualité est devenue quelque chose d'incontournable. Et puis surtout, en diffusant la donnée, on l'a rendue visible. Et donc on a, j'avais dit à Strasbourg, au congrès de Strasbourg, diffuser l'information, c'est s'enrichir. Alors au début, ils ne comprenaient pas. Non, j'ai dit, vous n'allez pas gagner d'argent, mais vous allez gagner autre chose, vous allez gagner de l'information. Donc ça, le portail l'a démontré. Aujourd'hui, diffuser la donnée, c'est les responsabiliser. Et ils se sont responsabilisés sur la qualité de la donnée parce qu'on diffuse la donnée jusqu'au grand public, mais on est co-diffuseur et co-utilisateur des données du confrère. Et croyez-moi que si je produis une donnée qu'un confrère, un gentil confrère va utiliser et que ma donnée n'est pas bonne, croyez-moi, je vais vite le savoir et le jeu va vite le savoir. Donc on est rentré dans une dynamique totalement nouvelle, données privées, diffusion de données, responsabilisation du producteur et en fait, qualité par l'autocontrôle et l'échange et l'utilisation simultanée des données. Donc au début, c'était une commande qui était passée et après c'est devenu une initiative que vous avez prise. Il y a deux types d'actions. On est toujours des prestataires et le marché topo, je vous engage à lancer des appels d'offres de topographie. Vous fixez votre prix, vous vous dites après que vous allez pouvoir compter sur moins 30 à moins 40% du prix que vous avez pensé. Le marché fait rage, c'est le bon moment de faire de la topographie, mais c'est 30% de l'activité de la profession. Je donne juste un chiffre, ça pèse 300 millions d'euros par an, qui, à mon avis, finissent en gros dans les poubelles. Mais ça, je réserve ça pour la suite. Ouais. C'est une réunion qu'on a eue il y a quelques temps en arrière, et on a dit effectivement que tous les ans, il y avait de la part de ceux qui achetaient cette donnée fine, elle partait au caniveau. C'est un élément qui va être développé plus tard quand on va travailler, disons, sur le référentiel à très grande échelle. L'élément que je voulais, c'est en fin de compte, est-ce qu'on est passé d'une obligation de moyens qui existait autrefois, et effectivement, disons, vous allez utiliser telle méthode, vous allez à une obligation de résultat qui est celle de dire, je suis le maître d'ouvrage et je veux des données dans une classe de précision que je pourrais contrôler. Est-ce que ça a provoqué un changement chez vous? Alors, le changement, évidemment, parce qu'à l'époque, on était en mono-moyen. Bon, donc, tout le monde était sur le même pied d'égalité, le théodolite, le tachéomètre. Aujourd'hui, on est en multi-moyen. Alors, ça, effectivement, ça a, encore une fois, libéré le marché au sens technique, mais aussi au sens économique. Ce qui est intéressant, c'est, bon, déjà, la diffusion des moyens, la profusion des moyens et des méthodes. Donc là, on est dans l'obligation de résultat. Mais il y a une tendance là qui est relativement récente, pour l'instant de grosses collectivités, mais c'est normal, c'est eux qui donnent un peu le ton avec des services topo dans des communautés urbaines, donc avec des vrais professionnels de la chose, qui sont en train de dire non seulement je veux un résultat, mais je le veux avec tel moyen. Parce qu'ils savent qu'en imposant le moyen, ils vont avoir une donnée beaucoup plus riche ou répondant à des spécifications qu'ils ont définies. Ça, c'est relativement nouveau, mais c'est tout à fait intéressant. Et là, effectivement, c'est l'imagerie, c'est le radar, c'est le scanner, c'est effectivement qui ouvre, à partir de la saisie, un certain nombre, plusieurs utilisations différentes de la donnée. Au début, c'était faire du plan topo, du corps de rue, le plan au 200e. Voilà, ça nourrit des générations. Aujourd'hui, quand on lance un map routing dans une rue, on sait qu'on va faire le cours de rue, mais on sait qu'on va pouvoir faire beaucoup d'autres choses derrière. Et donc, l'obligation de résultat se transforme aussi en obligation de moyens. D'accord, ok. Merci. Alors là, je vais me retourner, vous allez assister effectivement à ce jeu. Je me retourne vers Mario et je vais lui demander si effectivement, disons, cette orientation qui a été prise par les géomètres, alors au Québec, on dit les arpenteurs géomètres. Les arpenteurs, voilà. Que deviennent les arpenteurs? Est-ce que cette logique-là, disons, se retrouve au Québec? Oui, je dirais au niveau des firmes d'arpenteurs privés, effectivement, c'est toujours dans une relation de client-fournisseur. Et par rapport au volet foncier, je dirais,
je suis au ministère des Ressources naturelles et le ministère a pris, je dirais, un leadership par rapport au programme de rénovation cadastrale et où la partie foncière est totalement, je dirais, revisitée par l'État, mais naturellement fait avec l'entreprise privée pour être capable d'arriver à couvrir l'ensemble du Québec urbanisé et cadastré. Donc, on sait que il y a seulement 8% du Québec qui est privé, le reste est de tenure publique. Alors, ce 8% qui a été cadastré avait besoin de rénovation cadastrale et cette partie foncière-là est faite avec l'entreprise privée. Mais c'est beaucoup une relation client-fournisseur et on est aussi en mode normalisation, c'est-à-dire la spécification des données, donc toute la normalisation ou les attentes qui sont faites sont fixées par l'appareil gouvernemental, mais on s'assure d'une cohérence à l'échelle de la province au niveau des données et de l'utilisation des données éventuelles. Voilà, donc déjà on effleure un autre sujet qui est celui de la normalisation, parce qu'on voit que tant qu'on est, disons, sur un territoire qui est fragmenté, parcellisé, on a autant de pratiques déviantes, hein, j'ose le dire, et effectivement on a eu toute cette situation où chacun dans son coin avait inventé, disons, la poudre, ou des RGF 93 locaux, hein, comme on a entendu, et donc on voit bien qu'effectivement on va vers quelque chose qui met un petit peu de lien dans tout ceci. Alors maintenant, je vais me tourner vers toi, Pierre. En fait, compte, la télédec, c'est une science. La télédec, c'est quelque chose de très sérieux, de très savant. Mais tout à coup, effectivement, au travers de GeoSud, il y a une nouvelle offre qui est faite. C'est une offre de service. C'est plus une fourniture d'images, mais ça devient effectivement un engagement vis-à-vis d'un résultat que va pouvoir atteindre un utilisateur. Et c'est tout l'enjeu du projet GeoSud. Est-ce qu'on peut voir effectivement quel serait le marqueur de qualité au sein du projet GeoSud ? Alors, vaste question. Donc juste parce qu'on n'a pas du tout parlé, GeoSud, ça vise à mettre en place une infrastructure de données nationale autour de l'imagerie satellitaire et même c'est un projet, donc même maintenant c'est élargi dans le cadre d'un réseau national qui s'appelle le pôle TEIA, dans lequel il y a également le CNES, IGN, un certain nombre de partenaires, disons. Donc effectivement, le constat de départ, c'était une sous-utilisation de l'imagerie satellitaire. Donc on se concentre bien sur un type de données, l'imagerie satellitaire, qui a aussi ses particularités en termes de propriété au départ. Hein. Ce n'est pas des organismes publics qui la fabriquent. Enfin bon, on pourrait dire que le CNES a payé les satellites, ou que l'Europe le paye, les satellites Sentinelle, mais après, ça passe quand même avec des contrats de licence assez particuliers. Donc, dans l'offre de services, effectivement, on est passé d'une logique un peu de haute couture, où c'était du high-tech et puis réservé au happy few, à quelque chose, on veut aller vers, disons, du prêt-à-porter. Donc déjà, on a essayé de faire sauter le verrou du coût, en achetant au départ du multilicence tous acteurs publics, donc en payant un surcoût minimal, mais qui permet de basculer en licence tous acteurs publics. Mais ce n'est pas parce que vous avez les images sur un portail que vous allez en faire quelque chose. Donc là intervient la notion de service, effectivement. Et la manière dont on veut aborder la qualité, c'est un peu particulier. On veut mettre en place une filière nationale dans laquelle on aura des spécialistes, disons, des méthodes d'extraction d'informations des images. Donc c'est la communauté scientifique, ça peut être aussi des spécialistes de ce domaine-là. Disons, de qualifier ces algorithmes d'extraction, de les labelliser en quelque sorte, et ensuite de les mettre, de les industrialiser sous forme de services web en ligne, qui permettront à ceux qui auront les autorisations, pour le moment c'est les acteurs publics, on verra plus tard, mais de pouvoir faire tourner ces algos pour aller extraire, disons, de l'information. Bien sûr, ce ne sera jamais du 100%, on en est parfaitement conscient, mais il y aura au moins une partie du process d'extraction qui sera qualifiée. Ensuite, on peut faire de l'intervention humaine par derrière, et donc on se retrouve avec des produits de type occupation du sol, où on sait bien qu'on a des outils. Ce matin, on a parlé des matrices de confusion, c'était la personne d'hygiène notamment. Donc ça, c'est les outils un peu historiques d'appréciation de la qualité. Les technos ont évolué avec l'évolution aussi de l'imagerie, sur de l'imagerie à 50 cm ou à 1 mètre. C'est plus du pixel à pixel, c'est de l'orienté objet. Donc déjà, il y a des recherches sur comment on apprécie la qualité de ces nouveaux types d'occupation du sol, par exemple. Il y a également des recherches après sur les informations qui sont dérivées
de ces images-là, par exemple des indicateurs. Donc, on a parlé ce matin notamment on peut apprécier la qualité, pour le moment on n'a pas encore les domaines de confiance autour des informations qu'on génère. Voilà, donc ça c'est aussi un autre champ de recherche, de dire, voilà les intervalles de confiance qu'on peut avoir autour d'indicateurs, par exemple dérivés de l'étalement urbain, par exemple. Donc on est en train, oui, de basculer complètement de je vais acheter mon image chez quelqu'un à je vais, disons, bénéficier d'une infrastructure de données dans laquelle j'ai un certain nombre de choses qui ont été mutualisées en amont, y compris des algos, avec une volonté, disons, d'aller vers un certain contrôle qualité, à la fois bien sûr des données en amont, mais également des process qu'on applique sur ces images. Alors, on est là dans un cadre qui est celui d'un projet Equipex. Et demain, bien entendu, il va falloir imaginer comment faire vivre, j'allais dire, un tel projet. Ça veut dire que la complexité va pas être l'imagerie, les développements informatiques qui vont avec, voire même établir une confiance avec des utilisateurs, c'est créer un modèle économique qui peut effectivement porter une telle ambition. Donc ça, c'est le gros point dur, effectivement. Donc à ce sujet, j'en profite pour dire que le 13 et 14 mai, il y aura le 2e séminaire utilisateur GeoSud à Montpellier, Agropolis, et ça va être un des sujets, le modèle économique. Donc pour le moment, ce qu'on a en tête, et je pense que le modèle économique, il est chaque fois variable selon les types de données, disons, que l'on manipule. Donc nous, on a une particularité, c'est les images satellites, qui sont souvent ou parfois propriétaires, disons, de privés. C'est le cas des images Spot 6.7 là qu'on va bientôt recevoir, hein, propriétaires d'Astrium. Donc le modèle économique, bien sûr, il varie selon ça. On ne peut pas dire que c'est, par exemple, le pouvoir public qui a payé la donnée voilà, une fois et qui la met à disposition. Là, c'est les pouvoirs publics qui mutualisent l'achat de données qui, certaines sont privées, mais on fait l'effort de mutualisation le plus en amont possible, de type Sentinel, par exemple, c'est l'Europe qui a mutualisé jusqu'à la construction des satellites et de la filière. Sur Spot 6.7, on va mutualiser jusqu'à l'achat de la télémesure, maintenant avec Astrium, et on va fabriquer avec un terminal de réception. Mais ensuite, ce que l'on a en tête un peu, c'est de dire c'est la puissance publique qui va garantir le financement dans la durée de l'infrastructure de base avec les flux d'images en entrée, des flux d'images complémentaires. Donc nous, on va porter Spot 6.7, il y aura aussi Sentinel, Pléiade, voilà. Donc la puissance publique garantit ce flux d'images en entrée, garantit une infrastructure de base avec un minimum de services de base pour pouvoir accéder à ces images, créer une espèce, on a employé le terme tout à l'heure, d'espèce d'écosystème d'innovation, voilà. Et pour permettre de développer derrière des produits et services à valeur ajoutée sur la base, disons, de cette infrastructure de base. Et ça pourrait être par du public ou par du privé, mais dans des situations contrôlées. Et ensuite, l'idée, c'est en fonction de la nature de la valeur ajoutée et qui va en bénéficier, d'adapter des modèles économiques chaque fois au cas par cas. L'idée étant de pouvoir capter une partie de la valeur ajoutée de manière à la réinjecter dans le financement de l'infrastructure de base. Pour moi, c'est la théorie. Voilà. Après, il va falloir arriver à la pratique. On sait tous que, en fait, une grande partie de cette donnée nécessite également un travail in situ, qui, lui, nécessairement, va amener d'autres acteurs. Est-ce que ça veut dire qu'en aval de cette Equipex, en aval de GeoSud, il peut y avoir des filières de réutilisateurs de ces données pour des services d'une autre nature qui viendraient être enrichis, justement, par des combinaisons de données ou une collecte in situ? Oui, tout à fait. C'est pas l'imagerie dans son monde. C'est bien sûr c'est l'imagerie en complémentarité avec d'autres types de données, y compris des données in situ. Si on fait ça, si on concentre GeoSud et Teia sur l'imagerie, c'est parce qu'on sait que ce domaine-là, on a vraiment besoin de faire sauter des verrous, mais c'est absolument pas dans une logique de repli sur ce type de données. Donc dans les services, oui, probablement il y aura des services qui vont exploiter de la combinaison de données, ça c'est clair, y compris, pourquoi pas, de permettre à des gens qui sont sur le terrain d'aller faire de la vérification, par exemple, de cartes d'occupation du sol, ou de pouvoir décharger sur leurs applications, disons, des données qui viendraient soit les images brutes, soit des produits dérivés. Mais
il y a bien, disons, il y a un noyau dur de spécialistes en télédétection, et l'idée, c'est que bien sûr, ce qui va sortir de ça, ce soit réutilisé par d'autres. Merci. Mario, je me tourne bien entendu, comme vous avez tous compris, vers toi pour savoir, en fait, aujourd'hui, est-ce que cette logique des modèles économiques apparaît? Est-ce que ça veut dire que, en fait, on voit que l'on doit maintenant réfléchir? Alors, tu as prononcé le mot de gouvernance tout à l'heure, mais quand on parle modèle économique, bien entendu, il faut une gouvernance. On ne peut pas s'en séparer. Alors, qu'en est-il, disons, dans la belle province? Je dirais qu'au niveau de la cueillette d'informations géographiques, l'organisation que je représente, nous sommes des producteurs d'informations géographiques. Et au niveau de l'imagerie satellitaire, c'est certain qu'on a la même situation. On doit acquérir de producteurs privés l'imagerie satellitaire, mais on constitue une banque de données satellitaire qui est disponible à la grandeur du gouvernement du Québec. Donc, c'est une formule qui est gagnante parce qu'on vient mutualiser l'information et la partager. Mon collègue Antoine a parlé de l'approche de coopération en réseau d'information géographique. À la grandeur du gouvernement, 22 ministères organismes ont accès à ces banques de données satellitaires. Et de la même façon aussi, lorsque c'est possible de le faire, la donnée LIDAR ou l'imagerie aussi est partagée, à moins que ce soit par des partenariats, comme il existe des partenariats et on doit respecter justement le modèle économique de mutualisation. Alors, lorsque les partenaires se mettent ensemble pour acquérir des données, il est certain qu'ils mettent la main dans leur portefeuille et fournissent pour réaliser le projet. Alors, les droits d'auteur ou les droits de rediffusion, à ce moment-là, leur appartiennent. Mais il reste qu'on a aussi une mission de connaissance générale. Et à ce moment-là, l'acquisition qu'on fait dans le cadre du programme de connaissance générale là, devient accessible au modèle coopératif et devient disponible à l'ensemble des ministères organismes. Donc, on est aussi dans un mode où on doit assurer la pérennisation de l'information géographique avec soit les fonds, je dirais les fonds publics et les fonds qui peuvent être mutualisés ou en mode coopération. Mais c'est un combat de tous les jours d'assurer la survie du modèle économique et la croissance de l'information pour soutenir les opérations et la gestion des ressources naturelles et du territoire. Petit à petit, on construit quelque chose. Marc, vers toi maintenant, puisque tu représentes à la fois la force publique, aussi. Et puis, bien entendu, quelque part, en fait, Inspire, c'est engage les États. C'est bien là. Les États s'engagent. Ce ne sont pas les utilisateurs, ce sont pas. Ce que Bruxelles voit en premier, ce sont les États. Doivent mettre en place une infrastructure de données géographiques. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, en termes de qualité, vis-à-vis d'Inspire, quels sont les marqueurs que l'État, disons, comment dirais-je, fait valoir auprès de la Commission pour dire, voilà, j'ai reçu, au travers de ces directives, une mission, je la remplis, voilà les résultats que j'ai obtenus. Comment ça se passe ? Alors, bonjour. Donc, contrairement à ce que Yves essaye de vous faire croire, je ne travaille absolument pas dans le champ des normes pour deux raisons. D'abord parce que je ne crois pas aux normes plus que ça. Deuxièmement, parce que Inspire a été conçu sur l'échec des normes. C'est-à-dire qu'on a essayé dans les années 80, 90, 2000 de produire et de mettre en place un certain nombre de normes, de genre rédigé et compagnie. Ça ne fonctionne pas. Et donc, on a décidé à un moment de passer à un système un tout petit peu moins sympathique. Donc moi, mon métier, c'est de faire des lois et de les faire appliquer, parce que, en effet, c'est l'État français qui sera responsable si un jour on fait pas bien le travail. Et donc, le rôle de tout bon fonctionnaire, c'est de faire en sorte que l'État soit pas condamné, en particulier. Alors, donc ça, c'est moyennement sympathique. C'est pour ça que j'ai un nœud papillon, c'est pour mettre un peu de joie là-dedans. Le deuxième aspect immédiatement derrière, c'est que la loi, ça ne fonctionne pas si on se contente de la publier au journal officiel. Et donc, il y a tout un aspect coopératif, je reprends le terme. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des groupes de liaison, des groupes de travail pour établir non pas des normes, mais des consensus entre experts pour se mettre d'accord sur le fait qu'un PLU, ça devrait ressembler à ça. Et puis, si les collectivités ne veulent pas appliquer le standard CNIJ du PLU,
Et ben, en gros, jusqu'au mois de décembre dernier, personne ne leur disait rien. Et puis maintenant, avec le géoportail de l'urbanisme, on va repasser dans le niveau de la loi. Et donc, c'est le système vers lequel on va, c'est de dire, vous êtes obligés de faire ça. Alors nous, État, les conseils généraux, les conseils régionaux, les collectivités sur les PLU, les entreprises chargées de services publics sur les servitudes d'utilité publique. Donc on voit qu'on a une tendance qui est extrêmement lourde parce qu'elle se renforce tous les 5 ans à peu près, vers la gratuité d'une part, et vers l'encadrement avec un certain nombre de prescriptions sur la façon dont on diffuse, sur la façon dont on catalogue, et ça va vous arriver d'ici une dizaine d'années, sur la façon dont on organise les structures de données. Donc c'est extrêmement invasif, et c'est justement parce qu'on n'a pas réussi à le faire de façon purement collaborative, disons. Alors après, la qualité, je crois que Gilles l'a très bien dit. En tant que négociateur sur la directive Inspire, j'ai fait absolument tout ce que j'ai pu pour supprimer toute contrainte sur la qualité. J'avais un mandat, donc le gouvernement m'avait dit, en gros, il faut absolument vider toutes ces choses-là, c'est beaucoup trop contraignant. Moi, mon analyse personnelle, c'était que quand on n'est pas capable de définir ce qu'est la qualité d'une donnée géographique, il faut être suicidaire et irresponsable pour mettre ça dans la loi. Parce que la Commission européenne, elle, ne va pas nous louper. Alors, une réaction sur ce que disait Laurent Codercy, disons, j'ai pas de contraintes externes, tout ça. Alors, la façon dont on fonctionne en Europe, c'est que contrairement à ce qu'on fait en France, quand il y a des lois européennes, on les applique. Et si on ne les applique pas, on a des amendes. Et donc là, je vois qu'on est à AgroParisTech. Donc en ce moment, ce qui occupe un certain nombre de mes camarades parisiens, c'est qu'il y a une chose qui s'appelle la politique agricole commune, qui est financée sur des fonds européens. Et puis la Commission européenne en gros, on a été condamnés sur le fait que le contrôle qualité des déclarations des agriculteurs sur le référentiel parcellaire graphique n'était pas suffisamment bien fait et que ce petit défaut de qualité allait nous coûter 1,16 milliard d'euros. Alors là, à ce moment-là, quand on dit que c'est des milliards et pas des millions, on commence à avoir des gros soucis. Tout ça parce que, en gros, quand un agriculteur mettait un hangar dans son champ qu'il oubliait de dire que c'était plus de la pâture, mais que c'était en fait un bâti, donc il fallait plus qu'il touche la PAC sur ces 300 mètres carrés, on oubliait de le déclarer, on oubliait de le contrôler, on oubliait de ne pas lui payer la subvention. Mais la Commission, au bout d'un moment, nous a, disons, a levé le lièvre, et maintenant on a un énorme souci. Et donc on rétropédale sauvagement. Et donc ce petit problème de qualité, j'ai parlé de mon beau-frère dans un de mes blogs, lui il a l'exemple, donc j'ai contrôlé sur le terrain. Ce petit problème de qualité, potentiellement peut nous coûter 1,16 milliard d'euros. Dans les conditions actuelles, c'est monstrueux. Et bien évidemment, toute politique européenne modulo l'importance de la politique en question, pour des problèmes de qualité, peut nous coûter très cher. Alors l'avantage, c'est que le système européen fonctionne de la façon suivante. Il y a un énorme warning disant attention, 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 vous allez devoir payer 1 milliard. Et donc aussitôt, toutes les administrations courent dans tous les sens pour éviter l'amende de milliard. Et donc on met en place des procédures pour corriger ça. Et si demain le système d'information sur l'eau a un problème de ce type-là, on aura en gros 6 mois, 1 an pour corriger le problème et on reviendra en arrière. Donc le problème de la qualité, c'est on n'impose pas la qualité comme ça. C'est à un moment, on a des objectifs de résultats, des obligations de résultats. Et pas des obligations de moyens comme on le fait souvent dans les lois françaises. Et la qualité, on l'a par en dessous. Et donc, autant j'étais mandaté pour vider de la qualité, il n'y avait pas de qualité dans Inspire, autant dans le même mouvement, on a mandaté Gilles pour représenter la France et tout ce qu'on croyait sur l'importance de la qualité dans les groupes européens. Et on fait tout ce qu'on peut, alors modestement, pour que... on soutient Gilles, peut-être même financièrement, à force. Pas toi, mais le CEREMA. Et donc, voilà, ça marche dans les deux sens. Il y a des lois, et puis après, il y a comment on essaye de faire en animant des communautés, en mettant des coups de projecteur sur un certain nombre de choses, pour que la qualité soit une préoccupation. Tout simplement parce que je vais terminer là-dessus. Je rejoins complètement ce que disait Benjamin Valentin sur la qualité, le feedback sur la qualité quand on publie de la donnée.
Il y a quelque temps, on a la plateforme Géo-Rhône-Alpes qui a publié de la donnée, qui s'est pris une claque monumentale. Parce qu'il y a des gens d'OSM qui ont vraiment regardé en amateur et on dit mais on n'y comprend rien, c'est n'importe quoi. Et en réalité c'était n'importe quoi. Et donc l'état d'esprit des collègues qui sont pourtant des très bons, en publiant leurs données, ils ne s'étaient pas rendu compte qu'ils parlaient à des gens qui n'étaient pas du sérail, qui n'étaient pas des amis, qui n'étaient pas des collègues et qui étaient... et donc l'avantage c'est qu'ils ont réagi au quart de tour, en 24 heures ils ont corrigé les plus grosses erreurs. Mais ça aurait très bien pu être, mais puisque c'est comme ça, je ferme tout. Et donc, donc le message, c'est soyez compréhensifs vis-à-vis des gens qui ouvrent leurs données, parce que pour eux, c'est déjà quand même quelque chose qui n'est pas neutre. Et si en plus, ils sont reçus de façon brutale par leurs réutilisateurs, il y a un risque que nos collègues ferment. Alors, effectivement, la rétention de données, lorsqu'il y a des exigences de qualité qui pèsent sur le producteur, un premier réflexe, ce serait de dire, bon, moi, des données, j'en ai pas. Eh bien, voilà, continuons, disons, donc, à contrôler le mode de fonctionnement de l'État au Québec. Est-ce que vous avez, disons, ce jeu qui, en fait, compte est récent, hein. Pendant très, très longtemps, ça a été dit, on mettait en obligation de moyens, et puis les gens se débrouillaient. Là, maintenant, en fin de compte, on vient contrôler les résultats qu'ils obtiennent. Est-ce que c'est ces exigences-là qui animent également les évolutions législatives au Québec? Je dirais là-dessus qu'au Québec, il y a une loi qui est assez récente sur les technologies de l'information comme telles. Alors, la géomatique est naturellement très près des technologies de l'information, mais du côté de la géomatique, il n'y a pas de loi qui encadre. Donc, les technologies de l'information, elles, sont quand même très bien encadrées là-dessus. Mais l'information géospatiale ou l'information géographique, c'est chaque ministère-organisme qui est responsable de la prestation de ses produits et services. Et ce qu'il utilise pour le soutenir dans cette réalisation-là, il en est pleinement autonome. Donc, nous, comme producteurs de données de référence, naturellement, on doit cataloguer, on doit mettre en valeur ou en lumière la qualité des données de référence, mais la manière dont ils l'utilisent, ils sont responsables de ça. Et c'est pour ça qu'avec la coopération qu'on a développée, chaque ministère, organisme qui est autour de la table, on tend à développer cette culture-là de prise de conscience des possibilités de l'information géographique, mais en plus des limitations en fonction de la qualité ou de ce qui est fait en termes d'utilisation. Et il y a en préparation des nouvelles orientations gouvernementales qui sont en élaboration pour justement venir un peu, dans un contexte d'infrastructure de données géographiques, donner certaines orientations sur le normatif ou sur tout ce qui comprend une information, c'est-à-dire une IDG, de façon à mutualiser encore davantage les résultats comme tels ou les produits pour être capable d'avoir une meilleure cohésion gouvernementale. Mais à ce stade-ci, chaque ministère organisme est responsable. J'ai un souvenir qu'il y avait, en fait, c'est certainement un des premiers pays à l'avoir fait, l'idée qu'il y avait, disons, une structure intermédiaire qui allait associer, puisqu'on voit bien que l'information géographique ne peut pas se réduire, j'allais dire, qu'à un marché du secteur public, mais également énormément d'acteurs privés qui ont besoin de cette information géographique. Et donc, il y avait comment dirais-je, un SaaS, quelque chose qui avait été créé. Qu'en est-il devenu? Je pense quelque chose qui était à côté de Géoïde, en fait. Géoïde est à l'échelle canadienne. Oui. Ce qui a donné suite à Géoïde, maintenant, le programme est terminé. Et maintenant, on a le réseau Convergence. Le réseau Convergence vient de démarrer il y a quelques mois, ou effectivement, c'est dans la dernière année, où c'est un regroupement autant de chercheurs de l'Université Laval, notamment, et du gouvernement du Québec. Justement, il y avait une réunion de travail pour identifier des zones d'application des recherches avec les besoins des ministères organismes. Donc, ça relie l'industrie, l'université et le gouvernement du Québec pour faire en sorte qu'il y ait une dynamique qui se développe et qu'il y ait des projets qui émergent de ça, un peu dans le contexte des suites de Géoïde. Je ne sais pas si c'est dans le sens qui est votre question. Bien, en fait, voilà un premier tour de table, disons, qui nous a permis de comprendre, au regard, disons, d'un
types, disons, d'acteurs, hein, producteurs de données, prestataires de services, État, disons, en charge, j'allais dire quelque part, alors non plus de la norme, puisque en fin de compte, il n'y a pas de norme, mais de meilleures pratiques. Hein, petit à petit, c'est ça, c'est construire des meilleures pratiques au travers d'un réseau d'acteurs. C'est un petit peu tout ceci. Et donc, on va revenir maintenant à l'élément clé, disons, du débat, celui qui va finir un petit peu ces interventions, c'est la notion de responsabilité. Alors, on le sait tous, aujourd'hui, cette responsabilité, elle incombait, j'allais dire, aux prestataires. Je demandais à monsieur le prestataire de me fournir des données qui étaient conformes à mon cahier des charges. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de la réforme des TDCT pour vous, producteurs de données, au regard du maître d'ouvrage qui vous passe commande? On a jusqu'à 22h, c'est ça, non? Non, mais vu la question, non, mais évidemment. Non, mais bien sûr, non, mais en plus, évidemment, je pense que tout le monde le sait, on est en grosse actualité sur ce sujet des TDICT. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la problématique des réseaux enterrés, des travaux sur les réseaux enterrés. Avec les conséquences non seulement financières, mais humaines, qui malheureusement se vérifient chaque année. Donc là, encore une fois, non-qualité. On a fait des plans de récollement pendant 30 ans, on a fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. Pourquoi? Il n'y avait même pas de cahier des charges. Donc c'était ce que l'on voulait. On constate aujourd'hui, je vais être encore trivial, qu'il y en a 80,19% à mettre à la poubelle. Donc, le législateur est arrivé. Et encore une fois, moi je salue le législateur. Parce que le législateur il y est allé pour le coup très très fort. Et on a une opportunité sur notre territoire, dans notre système national de l'information géographique, d'arriver à remettre à plat la notion de référentiel à très grande échelle. Ça, c'est le fond de plan, pour faire très simple. Mais l'objectif, c'est pas de faire un référentiel à très grande échelle. L'objectif, c'est de connaître, de localiser, de positionner les réseaux de façon correcte, précise, 2019-2026. Alors pour certains, oulala, on a le temps. Pour certains, il y a le feu et les enjeux sont très importants. Et la responsabilité, ben là, c'est encore une fois le législateur qui l'a amené parce qu'il y a un acteur dans la chaîne qui est le maître d'ouvrage, c'est pas neutre. Lui, ça se termine au pénal. Et là, on voit de façon très intéressante, je siège à l'Observatoire national des TDICT, qui a été mis en place par le ministère. On voit des grands maîtres d'ouvrage, encore une fois, les grandes collectivités, c'est normal, hein, les services sont informés, plus qu'informés et compétents, qui ont compris que s'ils ne faisaient pas quelque chose, ils pouvaient mettre leur élu en responsabilité pénale. Donc là, la tendance, la vapeur est tout à fait intéressante. Et le dernier exemple, c'est Toulouse, mais à Lille, Grenoble, Rennes, enfin, je ne vais pas tous les citer, qui ont lancé des marchés, c'est une première, de détection et de géoréférencement des réseaux. Qui aurait dit qu'on lancerait des marchés de géoréférencement de réseaux? Eh bien, comme quoi tout arrive. Enfin, soyons modestes, c'est d'abord détection. Et là, qualité de l'information, ça c'est un vaste sujet technique, parce que XY... Mais le Z, dans un réseau enterré, c'est une autre paire de manches. Mais c'est tout l'intérêt et tout l'enjeu de cette démarche. Avec deux classes, en fait, du moins, avec deux gabarits d'erreur, un gabarit d'erreur pour la détection et un gabarit d'erreur pour le géoréférencement. On ne va pas rentrer dans des choses très techniques. Mais on voit qu'effectivement, avant, on se retournait vers le prestataire pour lui demander, disons, de s'engager sur la qualité. Aujourd'hui, celui qui porte la responsabilité des travaux, c'est celui qui les a commandés. C'est, je crois, disons, l'enjeu numéro un de cette réforme, c'est faire comprendre qu'on est passé d'une obligation de moyens à une obligation de résultat, et que ce résultat, c'est le maître d'ouvrage qui le passe, et non pas, disons, un cahier des charges ou des techniciens, disons, qui auraient mal fait leur travail. Je rajouterai, Yves, nous ne l'aurons pas, je regarde Armel, que dans le cas d'un incident ou d'un accident, le juge... Oui. C'est in solidum, c'est-à-dire donnez-moi la liste des acteurs de cette opération, on part du maître d'ouvrage et on va descendre jusqu'à l'entreprise, qui dans l'histoire, l'entreprise de travaux publics s'en sort pas si mal dans cette loi, mais c'est pas, c'est la réalité des choses, c'est tout. Donc le juge va pas se tromper, il va mettre in solidum et après on fera la part des choses. Donc ne nous trompons pas, le prestataire, le producteur de la donnée, il va être dans le bateau, hein. Il va être dans le bateau, ça c'est certain, mais ça met en exergue. Je l'avais dit lors de l'AFT, le nouveau rôle des maîtres d'œuvre.
qui ont été oubliés dans la loi, à mon sens. Pour compléter, si il le permet, donc, je vous ai dit la loi. Bon. Mais en même temps, là en plus on est dans une école, ce qui est intéressant à la fois pour Inspire et pour des TDICT, c'est quelle opportunité ça ouvre, en particulier dans le domaine de qualité et responsabilité juridique. Premièrement, ce qui m'effraie moi complètement quand je regarde en particulier les métadonnées, mais quand j'écoute un peu tout le monde, c'est l'ignorance totale des gens sur la qualité et sur les critères juridiques. Alors ça, c'est... là, quand Jérémy Valentin a dit moi je suis protégé par ma licence, on s'est regardé avec Laurent et Harley, la réponse est non. On est bien d'accord, ça fait peur que juste aux gens qui ne savent pas. Mais ça ne marche pas comme ça du tout. Et donc, on a un énorme effort de formation à faire sur la propriété intellectuelle. Est-ce que je suis propriétaire? Est-ce que je ne suis pas propriétaire? On fait tous de la coproduction maintenant. Ben, si je fais de la coproduction, ça veut dire quoi? Si on est à 7 ou 8 à fabriquer le futur référentiel à très grande échelle, ça veut dire quoi? Donc, premièrement, un effort de formation. Les gens du CILAT sont probablement mieux formés que la moyenne, mais on sent bien qu'il faut absolument qu'on passe à un niveau supérieur si on veut éviter un certain nombre de problèmes. Parce que si le cadre juridique augmente par la loi, la responsabilité juridique va augmenter aussi. Il y a le pénal, heureusement il n'y a pas que le pénal, et malheureusement, les juristes, à l'exception maintenant en France d'Armel, ils ne connaissent rien dans nos histoires. C'est pour ça que je me suis un peu spécialisé dans l'affaire. Donc il faut monter en formation. Mais donc le côté positif de ces contraintes, c'est qu'on est obligé de gagner en qualité dans nos pratiques. On est obligé de se professionnaliser sur tout un tas de questions. Et du coup, moi je considère que ça fait monter en visibilité tout ce qu'on sait faire. On a parlé d'open data tout à l'heure. Je pense que là, avoir des fonds de plan enfin corrects, avoir un PLU numérique enfin opposable, enfin des choses comme ça, ça me semble plutôt de bons signes pour, en gros, pour les jeunes qu'on est en train de former, pour ceux qui sont sortis de l'école il y a déjà quelques années, puis même pour ceux qui ont les cheveux blancs comme nous. Et je pense que le côté intéressant, c'est on est dans un système de plus en plus... alors, Laurent Pigache, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, a dit en gros, comme tout ça c'est de plus en plus compliqué, je suis de plus en plus utile en tant que plateforme. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système de plus en plus difficile pour tout le monde. Et ça, je pense que le métier n'est pas encore prêt à passer. On est tous plus ou moins, selon les âges et les métiers, des spécialistes d'un sujet. Donc là, on voit bien que le satellitaire va enfin monter en puissance en métropole. Simplement, moi, ce qui m'effraie un peu, c'est qu'on a des tas de professionnels, des gens qui sont sortis de l'école il y a quelques années, qui en réalité n'ont pas fait l'effort de formation continue sur tous ces sujets un peu connexes. Et quand je discute avec les gens qui doivent mettre en œuvre Inspire, je suis quand même assez surpris des fois par l'impasse sur un certain nombre de sujets. Merci. Pierre, après je vais me retrouver vers toi, Marie. Mais Pierre, justement, aujourd'hui, l'usage que l'on va faire de cette image et le service surtout que l'on va utiliser en tant qu'utilisateur, enfin disons, le dernier chaînon, celui qui va utiliser tout ceci, a-t-il vraiment conscience de toute cette chaîne-là? Et quel va être le marqueur, je reviens sur cette notion de marqueur, intelligible pour l'utilisateur, qui va comprendre qu'effectivement, le satellite n'a pas été utilisé pendant très très longtemps. On voit qu'effectivement, il y avait un défaut de connaissance de la part des utilisateurs. Pardon ? Oui, effectivement. Des gens qui avaient accumulé des territoires où il n'y avait effectivement pas d'autres moyens, c'est ce moyen-là qu'ils ont utilisé. Mais on sent qu'aujourd'hui, on cherche à gagner ces utilisateurs. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la table pour pouvoir les attirer, pour faire effectivement, disons, du satellite une source presque normale d'informations pour justement enrichir des utilisateurs, enfin des applications utiles comment dirais-je, aux collectivités ou voire d'autres. Les agriculteurs, en fait, compte étaient des utilisateurs, mais est-ce qu'ils ont vraiment utilisé le satellite? Ça a été comment dirais-je, une idée au début, mais c'est pas vérifié. D'accord. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de verrous qu'on essaie de faire sauter. Pour certains qui étaient des utilisateurs avertis, déjà spécialistes, il y a quand même certains verrous qui subsistaient, notamment des questions de coût.
à l'origine. Donc le fait de mutualiser, déjà, ça fait sauter ces verrous pour les spécialistes. Peut-être une chose que je n'ai pas dite aussi au départ par rapport à la qualité, c'est qu'il y a bien un domaine dans lequel il y avait des métadonnées depuis le départ attachées aux données, c'est bien l'imagerie satellitaire, parce que c'est complètement instrumenté, et donc on sait parfaitement quels sont les paramètres de prise de vue au moment de la prise de vue. Donc déjà, il y a ce verrou-là. Par rapport aux non-spécialistes, il y a d'autres verrous aussi, bien sûr, qui subsistent. C'est comment, à partir d'une image qui est propre géométriquement, radiométriquement, arriver à extraire de l'information. Donc là, on va essayer, disons, de faire sauter des verrous des méthodologies d'extraction d'informations. Les services web, je pense que ça va y contribuer largement, même si ce ne sera jamais du 100%, bien sûr. Une autre chose aussi qu'on va essayer de faire, c'est les gens qui ont mis au point ces méthodes, qui seront labellisés, enfin validés scientifiquement labellisés, on va essayer de formaliser cette expertise-là dans des documents que l'on appelle des guides méthodologiques. Donc ce n'est pas quelque chose qui est une norme ou une rubrique de chance, c'est vraiment essayer de manière littéraire et avec des exemples à expliquer la méthode à quoi elle consiste et quels sont ses domaines de validité et ses limites. Donc c'est essayer aussi petit à petit de faire rentrer les utilisateurs dans cette compréhension, disons, de ces produits dérivés des images. Et ensuite, il y a tout le volet, bien sûr, accompagnement au quotidien, au plus près des pratiques professionnelles des gens. Et là, on a besoin d'acteurs dans la filière dont c'est un peu le métier. Donc, typiquement, par exemple, les gens du CEREMA pourraient jouer ce rôle-là. AgroParisTech peut jouer aussi un rôle dans la formation. Donc, la qualité, on essaie de l'aborder aussi par la structuration d'une communauté pour pouvoir accompagner au plus près, disons, les utilisateurs finaux. Et en essayant de simplifier chaque fois les différentes étapes du process de valeur ajoutée. Sur la question de la responsabilité, par contre, je dirais que autant les contrats de licence, ça existe avec les fournisseurs d'images, donc là on est en train, depuis 2010, on est en train de travailler avec eux, notamment sur les extensions de licence. On passe un cap supplémentaire maintenant avec la télémesure, on n'est plus sur des achats d'images, on est sur des achats de télémesure. Donc je pense que là, on rentre dans un moment où les juristes commencent à se parler. Donc, les juristes des fournisseurs d'images et les juristes d'organismes tels que IRSTEA ou autres, hein, donc on commence à se parler et on commence à aborder les questions des responsabilités. Alors, je dirais que personnellement, moi, je ne souhaite pas, c'est un effort collectif, et je pense que c'est aussi dangereux de dire et de commencer à agiter le chiffon rouge en disant attention, qui va être responsable là-dedans dans cette chaîne-là, parce que c'est sûrement un très bon moyen de faire capoter, disons, cette initiative. Par contre, effectivement, il ne faut pas être naïf. On sait très bien que c'est de plus en plus devant le juge que les choses se traitent. Donc c'est des choses qu'il va falloir aborder. Mais je dirais que pour moi, on est quand même assez démunis, disons, et on est content. S'il peut y avoir, disons, tranquille, si on peut avoir, disons, de l'appui de spécialistes, disons, au niveau juridique sur ces aspects-là, bien sûr, on sera preneur. Donc améliorer les bonnes pratiques, mais en étant bien conscient qu'il y a derrière effectivement quelque chose, une attention particulière à porter sur ces problèmes et ne pas sauter, j'allais dire, sur youpi en disant open data et tout le monde il est beau et tout le monde est gentil. Alors moi, on vient de parler de bonnes pratiques. Est-ce qu'on peut partager ces bonnes pratiques? Moi je me souviens qu'effectivement, Afigeo a envoyé, disons, quelques industriels et autres producteurs. Tu faisais partie du voyage, Patrick? Voilà. Patrick faisait partie du voyage, ils sont allés au Québec, rencontrer des arpenteurs et puis voir effectivement tout ce que l'on pouvait faire. Il y a combien de temps que ce voyage a eu lieu? C'est 2007, je crois, hein, c'est ça? L'occasion était peut-être au Géocongrès de 2007. Voilà. Effectivement, et oui, des zones d'échange et de partage sont... 2014. Tout à fait, oui, en 2014, il y a un Géocongrès qui se prépare. En octobre, je crois que c'est les 6 et 7 octobre 2014. Et c'est un Géocongrès un peu du même type de niveau international. Et oui, les ordres professionnels vont être présents, les milieux gouvernementaux vont être présents. Et effectivement, ça se veut un lieu d'échange pour être capable d'évoluer ensemble et de voir comme une journée comme aujourd'hui où c'était tellement enrichissant de voir toute la sensibilisation qu'on a avec ces nouvelles préoccupations. Je dirais nouvelles parce qu'on est encore dans un mode souvent de
produire de la nouvelle information pour soutenir des projets, mais il faut penser que ce soit via l'open data ou via une vente de données comme telle, l'utilisateur à l'autre bout, il y a certains risques associés et je pense que c'est bon de faire évoluer la culture autour de ça. Alors l'appel est lancé, je vais au congrès 2014 en octobre, c'est un happening et je vais transmettre l'information. Écoutez, en tout cas, merci. Moi, je ne ferai bien entendu pas de cette invitation à Dominique Caillot. Et je suis à peu près sûr qu'effectivement, on y répondra. Et puis, à charge à nous, disons, dans une autre époque, de vous inviter à des manifestations aussi prestigieuses. En tout cas, merci à tous les participants, merci à participants de cette table ronde, à ceux qui les ont précédés, puis merci à vous, public.